À 23h47 le 24 décembre, Eleanor Whitmore ouvrit un dernier cadeau sous le sapin et découvrit sa propre nécrologie datée du lendemain. Mes chers abonnés, imaginez recevoir l'annonce de votre propre mort la veille de Noël. Qui pourrait orchestrer une telle cruauté? Un proche? Un ennemi? Ou quelqu'un de bien plus proche qu'elle ne l'imaginait? Commentez votre pays et dites-moi, selon vous, qui a envoyé cette nécrologie macabre? Est-ce son mari jaloux? Sa belle-fille avide d'héritage? Ou son frère qu'elle avait déshérité? Cette nuit-là, dans le manoir Whitmore couvert de neige, sept invités célébraient leur dernier Noël ensemble, car au matin du 25 décembre, Eleanor Whitmore serait retrouvée morte dans sa chambre verrouillée de l'intérieur. Heureusement, parmi les invités, se trouvait un petit homme aux moustaches impeccables qui ne laisse jamais un mystère sans réponse, Hercule Poirot. Restez jusqu'à la fin, car la vérité sur cette nécrologie prophétique va vous glacer le sang. Vous ne devinerez jamais qui se cache derrière ce Noël sanglant. Le 20 décembre 1938, par une matinée glaciale à Londres, Hercule Poirot recevait une invitation qui allait changer le cours de ses fêtes de fin d'année. L'enveloppe de papier vélin crème portait le sceau des Whitmore, une famille à ce qu'il avait rencontré lors d'une précédente affaire impliquant des bijoux volés. À l'intérieur, une écriture élégante l'invitait à passer Noël au manoir familial, dans le Yorkshire. Eleanor Whitmore, la matriarche de 68 ans, expliquait dans sa lettre qu'elle souhaitait réunir sa famille pour ce qui pourrait être son dernier Noël. Sa santé déclinante l'inquiétait et elle désirait la présence rassurante du célèbre détective belge. « J'ai le pressentiment que cette année sera différente des autres », écrivait-elle de sa plume tremblante. Poirot fronça ses sourcils broussailleux en relisant ces mots. Dans son expérience, les pressentiments de ses clients s'avéraient souvent prophétiques. Il accepta l'invitation, intrigué par cette femme qui semblait anticiper sa propre fin. Le manoir Whitmore se dressait sur les landes désolées du Yorkshire, isolé du monde par des kilomètres de bruyère et de neige. Le voyage en train depuis Londres fut long et mélancolique. Poirot observait le paysage hivernal défiler par la fenêtre, ses petites cellules grises déjà en ébullition. Pourquoi Eleanor Whitmore avait-elle vraiment besoin de lui pour Noël? Que redoutait-elle exactement? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit méticuleux. L'invitation mentionnait la présence d'autres invités. Le mari d'Eleanor, Sir Reginald Whitmore, un homme d'affaires respecté mais au tempérament colérique. Leur fils unique, Geoffrey, et sa femme Amanda, une jeune femme ambitieuse, venue d'une famille modeste. Le frère d'Eleanor, Harold Pemberton, un célibataire endurci qui vivait de la générosité de sa sœur. Il y aurait également le docteur Marcus Thornfield, le médecin de famille, qui soignait Eleanor depuis des années. Enfin, Miss Catherine Walsh, la gouvernante dévouée qui servait les Whitmore depuis plus de 20 ans. Une petite assemblée intime, parfaite pour les secrets de famille et les rancœurs enfouies. Le train siffla longuement en approchant de la petite gare de Whitmore Village. Poirot rassembla ses affaires, ajusta sa moustache et se prépara mentalement. Il ignorait encore que cette invitation de Noël le mènerait vers l'une des enquêtes les plus troublantes de sa carrière. La neige tombait doucement sur le quai désert quand il descendit du train. Un homme âgé l'attendait près d'une automobile noire, emmitouflé dans un épais manteau. « Monsieur Poirot, je suis Jenkins, le chauffeur de Madame Whitmore. Elle m'a envoyé vous chercher. » Sa voix était grave, presque lugubre. Pendant le trajet vers le manoir, Jenkins resta silencieux, mais Poirot remarqua ses regards inquiets dans le rétroviseur. Quelque chose troublait visiblement cet homme, quelque chose qu'il n'osait pas exprimer. Le détective belge prit note mentalement de cette première anomalie, pressentant que les apparences seraient trompeuses dans cette affaire de Noël. Le manoir Whitmore se dressait dans la brume hivernale comme une apparition gothique. Ses tours de pierre grise s'élançaient vers le ciel plombé, tandis que ses nombreuses fenêtres brillaient
d'une lumière chaleureuse qui contrastait avec l'aspect sinistre de l'édifice. Des siècles d'histoire semblaient peser sur ces murs, chargés de secrets et de drames familiaux. Poirot fut accueilli dans le grand hall par Eleanor Whitmore elle-même. C'était une femme élégante, malgré son âge avancé, vêtue d'une robe de velours bordeaux qui soulignait sa dignité naturelle. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés, mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde et une inquiétude constante. « Monsieur Poirot, comme je suis heureuse de vous voir », dit-elle en lui tendant une main ornée de bagues anciennes. « J'espère que le voyage n'a pas été trop pénible. Jenkins vous a-t-il bien pris en charge ?» Sa voix était claire, mais légèrement chevrotante, portant les traces d'une éducation aristocratique. Le détective baisa galamment sa main et la rassura sur les conditions de son voyage. Il observait discrètement son hôtesse, notant les cernes sous ses yeux, le léger tremblement de ses mains, et surtout cette expression d'attente anxieuse qui ne la quittait pas. Eleanor Whitmore était manifestement une femme maussade qui vivait sous tension. Miss Catherine Walsh, la gouvernante, apparut silencieusement pour prendre le manteau et la valise de Poirot. C'était une femme de 50 ans environ, au visage sévère, mais aux yeux bienveillants. Elle avait cette efficacité discrète des domestiques de grande maison, se déplaçant sans bruit et anticipant les besoins de chacun. « Miss Walsh va vous conduire à votre chambre », expliqua Eleanor. « Nous dînons à 8 heures, cela vous laisse le temps de vous rafraîchir et de vous reposer. Les autres invités sont déjà arrivés, vous ferez leur connaissance ce soir. » Elle hésita un moment avant d'ajouter « J'espère que vous ne trouverez pas cette réunion trop tendue. » Poirot inclina poliment la tête, mais cette dernière remarque confirma ses soupçons. Cette invitation dissimulait quelque chose de plus complexe qu'une simple réunion familiale de Noël. Il suivit Miss Walsh dans l'escalier de chêne, observant les portraits d'ancêtres qui le regardaient depuis leur cadre doré. Sa chambre était spacieuse et confortable, décorée dans le style victorien, avec un grand lit à baldaquin et une cheminée, où crépitait un feu accueillant. Les fenêtres donnaient sur le parc enneigé, où des sapins centenaires se dressaient, comme des sentinelles, dans le crépuscule naissant. Miss Walsh déposa sa valise sur le coffre, au pied du lit, et se dirigea vers la porte. Puis elle s'arrêta, se retourna vers Poirot avec une expression troublée. « Monsieur Poirot, » dit-elle d'une voix hésitante, « je suis contente que madame vous ait invité. Elle n'a pas été elle-même ces dernières semaines. » Le détective leva un sourcil interrogateur, encourageant la gouvernante à poursuivre. Mais Miss Walsh sembla se ressaisir, retrouvant sa réserve habituelle. « Pardonnez-moi, ce ne sont pas mes affaires. Le dîner sera servi à 8 heures précises dans la salle à manger. » Elle sortit en refermant doucement la porte derrière elle, laissant Poirot seul, avec ses premières impressions et ses questions grandissantes. À 8 heures précises, Poirot descendit dans la salle à manger, une pièce imposante dominée par une longue table d'acajou polie et éclairée par un lustre de cristal. Les autres invités étaient mat et déjà rassemblés, un verre de sherry à la main, échangeant des politesses qui masquaient mal une tension palpable. Sir Reginald Whitmore, le mari d'Eleanor, était un homme corpulent d'une 60aine d'années, aux joues rougeaudes et aux yeux perçants. Il portait un costume de soirée impeccable, mais semblait mal à l'aise, jetant des regards nerveux vers sa femme. Quand Poirot fut présenté, il serra sa main avec une force excessive, comme s'il cherchait à compenser quelque chose. Geoffrey Whitmore, le fils unique du couple, était un homme de 35 ans, au visage fatigué et aux traits fins, hérité de sa mère. Il avait cette élégance désinvolte des hommes qui n'ont jamais eu à travailler, mais ses yeux trahissaient une inquiétude constante. Sa femme, Amanda, une blonde séduisante d'une 30aine d'années, se tenait à ses côtés, avec une grâce étudiée qui suggérait des origines plus modestes. Harold Pemberton, le frère d'Eleanor, était un homme sec et nerveux de 65 ans, aux cheveux clairsemés et aux mains agitées. Il buvait son sherry
avec une soif qui dépassait la simple soif sociale, et ses vêtements, bien que de bonne qualité, montraient des signes de négligence. Poirot nota immédiatement qu'il évitait soigneusement le regard de sa sœur. Le docteur Marcus Thornfield complétait l'assemblée. C'était un homme distingué d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard intelligent. Il semblait être le seul à être véritablement détendu, mais Poirot remarqua qu'il observait Éléanore avec l'attention professionnelle d'un médecin inquiet pour sa patiente. Le dîner fut servi par Miss Walsh et une jeune domestique. La conversation resta polie, mais superficielle, chacun évitant soigneusement certains sujets. Poirot écoutait plus qu'il ne parlait, laissant ses petites cellules grises analyser chaque échange, chaque regard, chaque silence significatif. Amanda Whitmore tentait de maintenir une atmosphère festive, parlant des préparatifs de Noël et des cadeaux qu'elle avait achetés à Londres. Mais ses efforts semblaient forcés, et Geoffrey restait étrangement silencieux, ne répondant à sa femme que par monosyllabes. Sir Reginald, lui, dévorait son roast beef avec un appétit qui contrastait avec l'atmosphère tendue. C'est Harold qui, après quelques verres de vin, rompit finalement la façade de politesse. « Alors, Éléonore, dit-il d'une voix légèrement pâteuse, quand vas-tu nous expliquer pourquoi tu nous as tous rassemblés ici? Ce n'est pas ton genre d'organiser des réunions familiales. » Un silence pesant s'abattit sur la table. Éléonore posa délicatement sa fourchette et regarda son frère avec une expression indéchiffrable. « Patience, Harold. Toute chose en son temps. Profitons d'abord de ce repas et de notre présence mutuelle. Demain, le jour de Noël, nous aurons une conversation importante. Une conversation qui concerne l'avenir de nous tous. » Après le dîner, les invités se rassemblèrent dans le grand salon, une pièce confortable, ornée de boiseries sombres et éclairée par de nombreuses bougies. Un sapin de Noël majestueux trônait dans un coin, décoré de guirlandes dorées et d'ornements anciens, qui scintillaient dans la lumière vacillante. Éléonore s'installa dans son fauteuil habituel, près de la cheminée, un ouvrage de broderie à la main, mais Poirot remarqua qu'elle ne faisait que jouer distraitement avec son aiguille. Sir Reginald lisait le Times d'un air absorbé, mais ses pages ne tournaient jamais. Geoffrey et Amanda jouaient aux cartes sans enthousiasme, leurs gestes mécaniques trahissant leurs préoccupations. Harold s'était installé près du bar et se servait généreusement en whisky, malgré les regards réprobateurs de sa sœur. Le docteur Thornfield, lui, parcourait les rayons de la bibliothèque avec un intérêt fin, mais Poirot le voyait observer discrètement ses hôtes. Miss Walsh circulait silencieusement, rangeant et réorganisant des objets déjà parfaitement en place. Poirot, confortablement installé dans un fauteuil de cuir, sirotait une tisane et observait cette étrange assemblée. L'atmosphère était chargée de non-dits et de tensions souterraines, comme si chacun attendait que quelque chose se produise. Il décida de briser cette attente en engageant la conversation. « Madame Whitmore, » dit-il de sa voix mélodieuse, « ce manoir a une histoire fascinante, n'est-ce pas? Ces vieilles demeures sont souvent pleines de secrets et d'histoires de famille. » Éléonore leva les yeux de sa broderie, surprise par cette observation apparemment anodine. « En effet, monsieur Poirot, le manoir Whitmore appartient à ma famille depuis 3 siècles. Chaque génération y a laissé sa marque, et quelquefois ses fantômes. » Elle eut un sourire énigmatique qui ne rassura personne. « Mais ce sont des fantômes du passé. Ce qui m'inquiète davantage, ce sont les secrets du présent. » Sir Reginald abaissa brusquement son journal. « Éléonore, pourquoi parles-tu ainsi? Tu vas effrayer nos invités avec tes mystères. » Sa voix était irritée, mais Poirot décela une note d'inquiétude. Visiblement, Sir Reginald savait quelque chose qu'il préférait garder secret. Amanda posa ses cartes et se tourna vers sa belle-mère. « Mère, vous semblez si préoccupée ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose qui vous tourmente ?» Sa question paraissait sincère, mais ses yeux brillaient d'une curiosité qui dépassait la simple inquiétude filiale.
Eleanor observa longuement sa belle-fille, avant de répondre. « Ma chère Amanda, à mon âge, on commence à voir les choses avec plus de clarté. On comprend les motivations réelles des gens, leurs véritables sentiments. Parfois, ces révélations sont troublantes. » Geoffrey tressaillit à ces mots et échangea un regard inquiet avec sa femme. Le docteur Thornfield s'approcha du groupe. « Eleanor, vous savez que vous pouvez compter sur moi si quelque chose vous préoccupe. Nous nous connaissons depuis si longtemps. » Il parlait avec la sollicitude d'un vieil ami, mais Poirot nota une certaine nervosité dans sa voix. La soirée se termina dans cette atmosphère lourde de sous-entendus. Un à un, les invités prirent congé et montèrent se coucher. Mais Poirot remarqua que plusieurs d'entre eux ne semblaient pas pressés de retrouver leur chambre. Quelque chose se tramait dans ce manoir, et le détective belge était bien décidé à découvrir quoi. Poirot ne parvenait pas à trouver le sommeil. Allongé dans son lit, il écoutait les bruits de la vieille demeure. Craquement du bois, sifflement du vent dans les cheminées, et parfois des pas furtifs dans les couloirs. Le manoir Whitmore semblait vivant, animé par les secrets de ses habitants. Vers minuit, il entendit distinctement une porte se refermer au bout du couloir, puis des pas légers sur l'escalier. Intrigué, il se leva, enfila sa robe de chambre et entr'ouvrit prudemment sa porte. Dans la pénombre du couloir, il aperçut une silhouette féminine qui descendait vers le rez-de-chaussée. Sans bruit, Poirot la suivit à distance. C'était Amanda Whitmore, vêtue d'un peignoir de soie, qui se dirigeait vers la bibliothèque. Elle s'arrêta devant le bureau d'Eleanor et commença à fouiller méthodiquement dans les tiroirs, à la lueur d'une petite lampe de poche. Ses gestes étaient précis, comme si elle savait exactement ce qu'elle cherchait. Soudain, elle trouva ce qu'elle cherchait, une clé cachée dans un compartiment secret du bureau. Elle s'en empara et se dirigea vers un coffre-fort, dissimulé derrière un tableau. Poirot, caché dans l'ombre, observait cette scène avec fascination. Que pouvait bien chercher la belle-fille d'Eleanor en pleine nuit? Amanda ouvrit le coffre et en sortit plusieurs documents qu'elle examina rapidement à la lueur de sa lampe. Soudain, elle poussa un petit cri étouffé et porta sa main à sa bouche. Elle venait manifestement de découvrir quelque chose de choquant. Elle remit rapidement tout en place, referma le coffre et remonta l'escalier, visiblement bouleversée. Poirot attendit qu'elle soit remontée avant de s'aventurer dans la bibliothèque. Il examina le coffre-fort, mais celui-ci était maintenant fermé et il n'avait pas vu où Amanda avait replacé la clé. Cependant, il remarqua qu'elle avait laissé tomber un petit morceau de papier près du bureau. Il ramassa le fragment et l'examina à la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre. C'était un bout de lettre, rédigé d'une écriture qu'il ne reconnaissait pas. Découvert la vérité sur la mort de Charles. Elle sait tout maintenant, et elle va nous détruire tous. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Le détective fronça les sourcils. Qui était ce Charles dont parlait la lettre? Et quelle vérité Eleanor avait-elle découverte? Il glissa le fragment dans la poche de sa robe de chambre et remonta silencieusement dans sa chambre. Mais le sommeil le fuyait plus que jamais. Au petit matin, il fut réveillé par des bruits de voix dans la cour. En regardant par la fenêtre, il vit Sir Reginald en grande conversation avec un homme qu'il ne reconnaissait pas, un individu corpulent au visage patibulaire. Ils semblaient se disputer, et Sir Reginald finit par tendre une enveloppe à l'inconnu, qui la glissa rapidement dans sa poche avant de s'éloigner. Poirot se prépara rapidement et descendit prendre le petit déjeuner, impatient de poursuivre ses observations. Cette première nuit au manoir Whitmore avait été riche en révélations, mais il sentait qu'il ne faisait qu'effleurer la surface des secrets de cette famille. Le véritable drame était encore à venir. Le matin du 24 décembre se leva dans une atmosphère de fausse gaieté. Miss Walsh avait décoré la salle à manger avec des branches de houx et des rubans rouges, créant une ambiance festive qui contrastait avec les visages tendus des convives. Le petit déjeuner fut pris dans un silence relatif
chacun semblant perdu dans ses propres préoccupations. Eleanor apparut plus tard que d'habitude, et Poirot remarqua immédiatement sa pâleur inhabituelle. Elle avait des cernes profonds sous les yeux, et ses mains tremblaient légèrement quand elle porta sa tasse de thé à ses lèvres. Le docteur Thornfield l'observait avec une inquiétude professionnelle, non dissimulée. « Ma chère Eleanor, » dit-il en s'approchant de sa chaise, « vous ne semblez pas dans votre assiette ce matin. Peut-être devriez-vous vous reposer davantage. » Il posa discrètement sa main sur son poignet pour prendre son pouls, mais elle se dégagea avec irritation. « Je vais parfaitement bien, Marcus. Ne jouez pas au médecin ce matin. Nous sommes en vacances. » Sa voix était sèche, presque cassante, ce qui ne lui ressemblait pas. Amanda et Geoffrey échangèrent un regard inquiet, tandis que Sir Reginald continuait à lire son journal, comme si de rien n'était. L'après-midi fut consacré aux préparatifs traditionnels de Noël. Les cadeaux furent disposés sous le sapin, chacun apportant ses présents emballés dans de beaux papiers colorés. Eleanor supervisait les opérations avec son efficacité habituelle, mais Poirot remarquait qu'elle vérifiait constamment l'heure et jetait des regards anxieux vers les fenêtres. Vers 17 heures, un livreur se présenta à la porte avec un colis pour Eleanor. Miss Walsh le réceptionna et l'apporta à sa maîtresse, qui parut surprise. « Je n'attends aucun colis », murmura-t-elle, en examinant l'étiquette. L'expéditeur était anonyme et l'adresse était écrite d'une main qu'elle ne reconnaissait pas. Eleanor ouvrit le colis dans le salon, en présence de tous les invités. À l'intérieur, il y avait une petite boîte élégamment emballée et une carte qui portait simplement « Un dernier cadeau avant le grand voyage, à ouvrir le soir de Noël ». Eleanor pâlit en lisant ces mots et faillit laisser tomber la boîte. « Qui peut bien vous avoir envoyé cela ?» demanda Amanda avec curiosité. « C'est étrange, n'est-ce pas, de recevoir un cadeau anonyme ?» Eleanor ne répondit pas immédiatement, fixant la petite boîte, comme si elle contenait un serpent. « Venimeux. Ce doit être une plaisanterie de mauvais goût, » finit-elle par dire. Mais sa voix manquait de conviction. Elle plaça la boîte sous le sapin avec les autres cadeaux. Mais Poirot remarqua qu'elle évitait soigneusement de la regarder par la suite. Le dîner de réveillon fut somptueux, mais tendu. Miss Walsh avait préparé une oie rôtie traditionnelle, accompagnée de tous les accompagnements classiques, mais les convives mangeaient sans appétit. La conversation languissait, ponctuée de silences embarrassants et de regards furtifs. Vers 23 heures, Eleanor se leva brusquement. « Je pense qu'il est temps d'ouvrir les cadeaux », annonça-t-elle d'une voix qui se voulait enjouée. « Après tout, nous sommes déjà le 24 décembre, et la tradition veut que nous échangions nos présents ce soir. » Personne ne protesta, mais l'atmosphère devint encore plus électrique. Tous se dirigèrent vers le salon, où le sapin les attendait, avec ses paquets mystérieux. L'échange des cadeaux commença dans une atmosphère forcée de jovialité. Chacun déballa ses présents avec des sourires contraints et des remerciements polis, mais Poirot sentait la tension monter inexorablement. Tous les regards convergèrent finalement vers la mystérieuse boîte qu'Eleanor avait reçue dans l'après-midi. Eleanor hésita longuement avant de s'en emparer. Ses mains tremblaient, visiblement quand elle défit le ruban doré et souleva le couvercle. À l'intérieur, sous une couche de papier de soie, se trouvait un journal plié, et ce qui ressemblait à une coupure de journal. Elle déplia d'abord la coupure et devint livide. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, la voix étranglée. Elle laissa tomber le papier, qui flotta jusqu'au sol. Amanda se précipita pour le ramasser et poussa un cri d'horreur. C'était une nécrologie, celle d'Eleanor Whitmore, datée du 25 décembre 1938, avec sa photographie et un résumé de sa vie. « Qui a pu faire une chose pareille ?» s'exclama Geoffrey, bouleversé. Il prit la nécrologie des mains de sa femme et la lut rapidement. « C'est ignoble. Qui pourrait envoyer sa propre nécrologie à quelqu'un ?» Sa voix tremblait de colère et d'indignation. Sir Reginald s'empara à son tour du document et pâlit.
C'est une plaisanterie de très mauvais goût, gronda-t-il. Je veux savoir qui est responsable de cette ignominie. Mais malgré ses protestations véhémentes, Poirot remarqua que ses mains tremblaient également. Éléanore, qui avait retrouvé un peu de contenance, déplia maintenant le journal. C'était le Times de Londres, également daté du 25 décembre 1938, mais il ne s'agissait visiblement pas de l'édition réelle. En première page, sous le titre principal, il y avait un article sur « La mort mystérieuse de Mrs. Eleanor Whitmore au manoir familial ». « Lisez-nous cet article » demanda Harold, la voix rauque. Il s'était levé et s'approchait de sa sœur, son verre de whisky tremblant dans sa main. « Je veux savoir ce que dit cette chose. » Éléanore hésita, puis commença à lire d'une voix blanche. L'article décrivait sa mort comme « suspecte » et mentionnait la présence de plusieurs membres de la famille et invités au manoir le soir de sa disparition. Il évoquait des tensions familiales et des questions d'héritage comme mobiles possibles. Le plus troublant était la précision des détails. Nom des invités, disposition des lieux, même la présence de Poirot était mentionnée. Comment l'auteur de cette prophétie peut-il connaître tous ces détails ? Murmura le docteur Thornfield. Il faut quelqu'un de très informé sur cette famille et cette réunion. Il regardait tour à tour chaque personne présente comme s'il cherchait à identifier le coupable. L'atmosphère dans le salon était devenue irrespirable. Éléanore, remise de sa première émotion, examina attentivement l'enveloppe et les documents. « Whoever a fait cela connaît parfaitement notre famille et nos secrets, » dit-elle d'une voix grave. « Et cette personne veut manifestement ma mort. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée, tandis que l'horloge du manoir sonnait minuit, annonçant le jour de Noël. Après la découverte macabre de la fausse nécrologie, personne n'avait le cœur à poursuivre les festivités de Noël. Les invités se dispersèrent rapidement, chacun prétextant la fatigue pour regagner sa chambre. Mais Poirot remarqua que personne ne semblait pressé de dormir. Des murmures et des bruits de pas continuèrent à résonner dans les couloirs jusqu'à une heure avancée. Éléanore avait insisté pour garder les documents avec elle, malgré les protestations de son mari, qui voulait les brûler immédiatement. « Non, Reginald », avait-elle dit fermement. « Whoever a fait cela reviendra peut-être chercher des preuves de son forfait. Je veux garder ces papiers en sécurité. » Elle les avait enfermés dans son secrétaire personnel, dont elle seule possédait la clé. Vers 2 heures du matin, Poirot entendit des voix étouffées dans le couloir. Il entr'ouvrit sa porte et aperçut Geoffrey et Amanda en grande discussion devant la chambre de ses parents. Ils semblaient se disputer à voix basse, Amanda gesticulant avec agitation, tandis que Geoffrey tentait de la calmer. « Tu ne comprends pas la gravité de la situation » chuchotait Amanda. « Si elle découvre la vérité sur Charles, nous sommes ruinés, complètement ruinés. Il faut que nous fassions quelque chose, avant qu'il ne soit trop tard. » Geoffrey lui saisit le bras pour l'emmener plus loin, mais elle résista. « Et cette nécrologie, tu ne trouves pas cela suspect? Quelqu'un sait quelque chose et veut nous faire chanter. Ou pire, quelqu'un veut vraiment sa mort. » Geoffrey tenta de nouveau de l'entraîner vers leur chambre, mais leur voix portait encore dans le silence du couloir. « Calme-toi, Amanda. Nous devons réfléchir posément. Mère n'est peut-être pas au courant de tout. Cette nécrologie pourrait être l'œuvre d'un déséquilibré, quelqu'un qui veut simplement nous effrayer. » Mais sa propre voix trahissait son manque de conviction. Poirot referma doucement sa porte, mais les fragments de conversation qu'il avait entendus confirmaient ses soupçons. Cette famille cachait un secret lié à un certain Charles, et cette nécrologie n'était pas une simple plaisanterie. Quelqu'un orchestrait délibérément une campagne de terreur contre Eleanor Whitmore. Un peu plus tard, vers 3 heures, il entendit d'autres bruits suspects. Cette fois, c'était Sir Reginald qui descendait l'escalier d'un pas lourd. Poirot l'entendit décrocher le téléphone du hall et parler à voix basse pendant plusieurs minutes. Les mots
urgent, problème et éliminé lui parvinrent par bribes. Quand Sir Reginald raccrocha et remonta, Poirot entr'ouvrit de nouveau sa porte. Le visage de son hôte était grave, presque sinistre dans la pénombre du couloir. Il tenait une lettre à la main qu'il glissa rapidement dans la poche de sa robe de chambre en passant devant la porte de Poirot. Le détective belge commençait à comprendre que cette nuit de Noël serait loin d'être paisible. Trop de secrets, trop de tensions, trop de peurs convergeaient vers un point de rupture. Il décida de rester vigilant et d'abandonner tout espoir de sommeil. Son instinct lui disait que le dénouement approchait. Vers 5 heures du matin, un cri strident déchira le silence du manoir. C'était la voix de Miss Walsh, terrifiée, qui appelait au secours depuis le rez-de-chaussée. Poirot bondit de son lit, enfila rapidement sa robe de chambre et se précipita dans l'escalier, suivi par tous les autres occupants de la maison. Ils trouvèrent la gouvernante dans le salon, pointing d'un doigt tremblant vers la fenêtre. Dehors, dans la neige fraîche, quelqu'un avait tracé un message sinistre avec des branches. « Eleanor doit mourir aujourd'hui ». Les lettres, grossièrement formées, mais parfaitement lisibles, se détachaient en noir sur le blanc immaculé de la cour. « Qui a pu faire cela ?» balbutia Harold, visiblement secoué. Et surtout, qui pouvait être dehors par cette température? Tous les regards se tournèrent instinctivement vers Eleanor, qui contemplait le message avec une expression étrangement calme, presque résignée. L'aube du 25 décembre se leva sur un manoir, en état de siège. Le message menaçant dans la neige avait achevé de briser les dernières illusions sur le caractère inoffensif des événements. Eleanor Whitmore était clairement en danger, et l'un des occupants du manoir était très probablement responsable de ces menaces. Sir Reginald avait immédiatement proposé de contacter la police, mais Eleanor s'y était fermement opposée. « Il n'est pas question d'étaler nos affaires familiales devant des étrangers », avait-elle déclaré. « Nous réglerons cette affaire entre nous, comme une famille digne de ce nom. » Cette décision avait visiblement soulagé plusieurs personnes présentes. Poirot, qui avait observé ses réactions avec attention, comprit qu'Eleanor savait parfaitement qui était derrière ces menaces. Sa résignation apparente cachait en réalité une détermination farouche à affronter son ennemi. Elle avait un plan, et le détective belge était impatient de le découvrir. Le petit déjeuner fut pris dans une atmosphère lourde. Miss Walsh servait en silence, ses mains tremblant encore sous le choc de sa découverte matinale. Le docteur Thornfield avait proposé de prescrire un calmant à Eleanor, mais elle avait refusé catégoriquement. « J'ai besoin de toute ma lucidité aujourd'hui, Marcus, plus que jamais. » Vers 10 heures, Eleanor annonça qu'elle souhaitait s'entretenir individuellement avec chaque invité dans son bureau. « J'ai des choses importantes à dire à chacun d'entre vous, » expliqua-t-elle. « Des choses qui ne peuvent plus attendre. » Elle commença par Harold, son frère, qu'elle garda près d'une demi-heure. Quand Harold ressortit du bureau, il était livide et titubait légèrement. Il se dirigea directement vers le bar et se versa un whisky qu'il but d'un trait. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit laisser tomber le verre. « Mon Dieu !» murmura-t-il, « elle sait tout. Après toutes ces années, elle sait tout. » Amanda fut la suivante à être convoquée. Elle entra dans le bureau avec assurance, mais en ressortit 20 minutes plus tard dans un état de choc total. Son visage avait perdu toute couleur et elle s'effondra dans un fauteuil, fixant le vide avec des yeux horrifiés. Geoffrey se précipita vers elle, mais elle le repoussa violemment. « Ne me touche pas !» siffla-t-elle. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais ce qu'elle avait découvert, et tu ne m'as rien dit. » Geoffrey tenta de la calmer, mais elle était au bord de l'hystérie. « Nous sommes perdus, tu comprends? Complètement perdus. » Ce fut ensuite le tour de Geoffrey. Il resta enfermé avec sa mère pendant près de 3/4 d'heure. Quand il sortit enfin,
Son visage avait vieilli de 10 ans. Il se dirigea lentement vers sa femme et s'agenouilla devant elle. « Amanda, nous devons parler. Il faut que je t'explique tout depuis le début. » Sir Reginald fut le dernier à être convoqué. Contrairement aux autres, il entra dans le bureau avec une expression déterminée, presque agressive. Les éclats de voix qui filtraient par la porte close révélaient une dispute acharnée. Poirot, qui se trouvait dans la bibliothèque adjacente, put saisir quelques bribes, mensonges, trahisons, Charles et justice, quand Sir Reginald ressortit, 1 heure plus tard. Son visage était décomposé. Il croisa le regard de Poirot et s'arrêta un instant. « Monsieur Poirot, dit-il d'une voix rauque, je crois qu'Éléanore a l'intention de faire justice elle-même. Après 40 ans de mariage, elle va me détruire. » Ses épaules s'affaissèrent, et il monta l'escalier d'un pas lourd. À 18 heures, Éléanore convoqua tout le monde dans le grand salon pour ce qu'elle appela sa dernière réunion de famille. Elle avait revêtu sa plus belle robe, celle qu'elle portait lors des grandes occasions, et ses bijoux anciens brillaient dans la lumière du feu de cheminée. Elle semblait avoir retrouvé toute sa dignité, mais ses yeux brillaient d'une détermination implacable. « Mes chers proches, » commença-t-elle d'une voix claire, « cette journée de Noël sera effectivement ma dernière. » Comme l'annonçait cette nécrologie prophétique, mais pas de la façon que vous imaginez tous. Elle marqua une pause dramatique, laissant ces mots faire leur effet sur l'assemblée pétrifiée. Poirot, installé légèrement en retrait, observait chaque visage, chaque réaction. Il avait maintenant une idée assez précise de la vérité, mais il laissait Éléanore mener son propre jeu jusqu'au bout. Cette femme remarquable méritait d'avoir le dernier mot dans cette affaire qui avait empoisonné sa vie. Il y a 20 ans, poursuivit Éléanore, mon neveu Charles Pemberton est mort dans un accident de voiture. Du moins, c'est ce que nous avons tous cru pendant 2 décennies. Charles était le fils unique de mon frère Harold, un jeune homme brillant et prometteur qui était aussi mon héritier désigné. Harold se recroquevilla dans son fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. Les autres écoutaient avec une fascination horrifiée, comprenant enfin où Éléanore voulait en venir. Elle continua son récit d'une voix implacable, chaque mot tombant comme un couperet. Ce que j'ai découvert il y a quelques semaines, grâce aux révélations d'un détective privé que j'avais engagé, c'est que Charles n'est pas mort dans cet accident. Il a été assassiné, empoisonné, pour être précis, par quelqu'un qui voulait s'assurer qu'il ne pourrait jamais hériter de ma fortune. Un silence de mort s'abattit sur le salon. Amanda était devenue livide et Geoffrey semblait au bord de l'évanouissement. Sir Reginald fixait sa femme avec une expression indéchiffrable, tandis que le docteur Thornfield s'était imperceptiblement rapproché de la porte. Le poison utilisé était de la digitaline, extraite de digital de mon propre jardin, continua Éléanore inexorablement, une substance que n'importe qui dans cette maison pouvait se procurer facilement. Le meurtrier avait versé le poison dans la flasque de whisky de Charles avant son départ pour Londres. Il est mort au volant, d'où l'apparence d'accident. Harold leva enfin la tête, les yeux rougis par les larmes. « Éléanore, je te jure que je ne savais pas. Quand j'ai appris la vérité, il était trop tard. J'étais déjà complice par mon silence. » Sa voix était brisée, celle d'un homme détruit par 20 ans de culpabilité. « Je sais que tu n'es pas le meurtrier. »« Harold ?» dit Éléanore avec une tendresse inattendue. « Tu es faible, tu es irresponsable avec l'argent, mais tu n'es pas un assassin. Le véritable meurtrier se trouve parmi nous, dans cette pièce, et il a envoyé cette nécrologie pour me faire peur, espérant que je mourrais de saisissement avant de pouvoir révéler la vérité. » Poirot choisit ce moment pour intervenir. « Madame Whitmore, dit-il de sa voix mélodieuse, permettez-moi de compléter votre remarquable exposé, car j'ai, moi aussi, découvert l'identité du meurtrier grâce à mes petites observations de ces derniers jours. » Tous les regards se tournèrent vers lui, mélange de terreur et d'espoir. « Le meurtrier de Charles Pemberton », annonça Poirot, en se levant solennellement. « Était le docteur Marcus Thornfield. » Le médecin sursauta violemment
mais tenta de garder contenance. « Voyons, Poirot, c'est ridicule. Pourquoi aurais-je tué ce pauvre Charles? Parce que, mon cher docteur, vous étiez éperdument amoureux de Mrs. Whitmore, et vous l'êtes encore. Vous saviez que si Charles héritait, Éléanore n'aurait plus besoin de votre aide pour gérer ses affaires. Votre influence sur elle diminuerait, et avec elle vos espoirs de la conquérir après la mort naturelle de Sir Reginald. » Poirot fit quelques pas vers le médecin, qui reculait instinctivement. « C'est vous qui avez envoyé cette nécrologie, espérant qu'Éléanore mourrait de peur, et que vos crimes resteraient cachés. Mais vous avez sous-estimé le courage et la détermination de cette dame remarquable. » Éléanore sourit tristement à Poirot, reconnaissante d'être ainsi vengée après tant d'années d'ignorance. Le docteur Thornfield, acculé, finit par s'effondrer. « Oui, avoua-t-il dans un sanglot, j'ai tué Charles, mais c'était par amour pour Éléanore. Je ne supportais pas l'idée qu'elle puisse un jour dépendre de quelqu'un d'autre que moi. » Son masque de respectabilité tomba définitivement, révélant un homme rongé par une passion obsessionnelle et meurtrière. Éléanore le regarda avec un mélange de pitié et de dégoût. « Marcus, pendant 20 ans, j'ai pleuré la mort de mon neveu, et pendant 20 ans, vous avez consolé ma douleur. Une douleur que vous aviez vous-même causée. C'est la trahison la plus cruelle qu'on puisse imaginer. » L'affaire était close. Le docteur Thornfield fut arrêté le lendemain par la police locale, et Éléanore Whitmore survécut finalement à ce Noël, qui devait être le dernier qu'elle voyait. Mais comme elle le confia à Poirot lors de son départ, ce fut effectivement son dernier Noël d'innocence. Plus jamais, elle ne pourrait faire confiance, aveuglément, à ceux qui l'entouraient. Hercule Poirot repartit pour Londres avec la satisfaction du devoir accompli, mais aussi avec une profonde mélancolie, car même quand la justice triomphe, certaines de blessures ne guérissent jamais complètement. Le manoir Whitmore avait gardé ses secrets pendant 20 ans, mais la vérité, comme toujours, avait fini par éclater au grand jour.